Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. On a aussi Cul-de-sac, qui est les jeux de discussion créés par Apérosexo. Toutes les questions ont été rédigées par deux professionnels en sexologie, dont moi. Donc, que ça soit pour jouer en couple, en date, entre amis, c'est des jeux de conversation pour avoir des vraies conversations, des deep talks avec nos proches. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Le lien vers les sites web de nos deux partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello! J'ai décidé de sortir des épisodes pendant les fêtes. C'était pas prévu, mais je me suis dit, c'est quand même un moment où on fait de la route. C'est quand même un moment où on a le temps d'écouter des podcasts. Donc, vous avez des épisodes maintenant à l'année longue. C'est aussi la grande annonce que vous allez avoir des épisodes à l'année longue maintenant. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode, comme vous voyez, je suis toute seule au studio. Même peut-être que vous ne voyez pas, là, mais je suis vraiment toute seule parce que je vais faire un épisode où je joue à cul-de-sac. Puis ce qui est drôle, c'est que cul-de-sac, donc petit... c'est quoi cul-de-sac? C'est des jeux de conversation intimes qui ont été écrits par deux professionnels en sexologie, dont moi, et ils sont vendus, évidemment, sur apérosexo.com. Donc, il y a des jeux à jouer entre amis ou en couple. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je joue à cul-de-sac avec vous. Ben, je joue pas avec vous parce que vous n'allez pas répondre, mais moi, je vais répondre aux questions. Et ce qui est drôle par rapport à cul-de-sac, c'est que je joue très rarement parce que dans ma tête, c'est très travail. Fait que c'est rare qu'avec mes amis, on est comme jouons à cul-de-sac. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit, ça va être ça. Ça va être moi qui joue à cul-de-sac. Ça va être moi qui réponds aux questions. De façon solo, j'ai pris des questions de l'édition Amis et des questions de l'édition Sexu. Donc, ça part. Est-ce que j'ai déjà continué de fréquenter quelqu'un uniquement parce que le sexe était bon? Non. Mon rapport à la sexualité est que je dois vraiment avoir une connexion avec l'autre personne pour avoir de la sexualité. Ce que je veux dire par là, c'est que si on va en date, c'est très rare que je vais avoir de la sexualité en première date parce que c'est, pour moi, impossible de connecter aussi rapidement. Je suis vraiment quelqu'un de très, très slow. Niveau relationnel, oui, par mécanisme de défense, mais aussi par... J'ai de la misère à être vulnérable, j'ai de la misère à faire confiance, mais j'ai surtout de la misère à m'intéresser aux gens. Là, dit de même, j'ai l'air d'une personne horrible, là, mais ce que je veux dire, c'est que je suis très consciente que d'avoir quelqu'un dans ta vie, c'est passer énormément de temps avec cette personne-là, même que c'est sûrement la personne avec qui tu vas passer le plus de temps. Donc, il faut vraiment que la personne t'intéresse, te passionne, que tu la trouves hot, que tu as envie de l'entendre parler pendant des heures. Et on dirait que sachant ça, rapidement, je suis comme, je pense pas que ce sera un fit long terme. Et moi, je cherche que le père de mes enfants, dans le fond. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai juste arrêté de dater parce que j'arrivais pas à m'intéresser profondément à quelqu'un. Peut-être parce que c'était pas le bon moment pour moi, peut-être parce que je voyais pas de potentiel. C'était tellement pas ça la question. Donc, tout ça pour dire que si j'ai déjà continué de fréquenter quelqu'un parce que le sexe était bon, impossible. Genre, c'est comme pas dans ma nature. Je peux pas avoir une relation avec quelqu'un uniquement basée sur la sexualité. Je pourrais arrêter de... C'est-tu vrai? Mettons que je vois quelqu'un puis que tout est parfait puis que le sexe est mauvais, je suis comme, on va le travailler, je vais pas changer de partenaire. Mais le contraire n'est pas vrai. Si la sexualité est incroyable, mais j'ai pas nécessairement de fun avec l'autre personne, j'ai pas envie que ce soit le père de mes enfants, ben on passe au prochain. Donc, c'est ça mon rapport à la sexualité. Et c'est quand même, j'allais dire problématique. C'est pas problématique, mais c'est peu commun d'avoir de la sexualité qu'avec quelqu'un que je vois long terme avec, dans le sens que si je date et je commence à fréquenter quelqu'un, ça va me prendre du temps pour savoir, bon, est-ce que la personne, je me vois vraiment long terme? Est-ce que c'est quelque chose de rapidement... Pas je vais me tanner, mais je serai pas intéressée. Donc, ça peut prendre, dans ma tête, genre 2 à 6 mois. Je l'ai jamais faite. J'ai jamais autant attendu. Parce que la fois que j'ai eu cette réalisation-là,
j'étais déjà en pause de dating parce que justement, ça m'essoufflait. Puis je me disais, voyons, pourquoi le dating, ça m'essouffle autant? C'est parce que je faisais plein d'actions, plein de choix qui n'étaient pas alignés avec comment moi je me sentais, c'est-à-dire avoir de la sexualité rapidement, avoir de la sexualité fréquemment avec quelqu'un que je date, voir quelqu'un fréquemment 3-4 fois semaine. Ça m'épuisait tellement. Le dating m'épuise tellement que j'étais déjà en pause de dating et j'ai fait toutes ces réalisations-là. Donc, je me suis dit, bon, la prochaine fois que je vais retourner dans le monde du dating, au moins, je me connais mieux, je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux pas aussi. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai pas encore mis à l'épreuve le fait d'annoncer à quelqu'un que je fréquente que ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on ait de la sexualité. Ça m'est jamais arrivé, mais j'appréhende. Je pense que c'est l'affaire qui me stresse le plus. Non, aller en date. Oh, c'est même pas vrai qu'aller en date, ça me stresse. C'est pas que ça me stresse, c'est vraiment que ça m'épuise. Genre, je sors d'une date puis je suis comme. Je vais faire une sieste. Pourtant, je parle tellement beaucoup à cause du podcast et tout. Je sais pas pourquoi ça m'épuise autant. Faudrait que j'y pense. Je vais en parler avec mon psy. OK, prochaine question, là, c'est assez. Quel a été le plus grand écart d'âge entre toi et un win partenaire? J'ai jamais eu un écart d'âge. Le plus grand écart d'âge partenaire ici, je le vois comme sexualité. C'est moi qui ai écrit la question, hein, tu sais, ça serait fin que... Ben, moi et André, on avait rédigé ces questions-là, donc ça serait le fun que je sache comment on a voulu l'écrire. Quel a été le plus grand entre un partenaire? Partenaire, moi, je le vois sexuel à ce moment-là, mais après, je vais répondre relationnel. Sexuellement, je pense que c'est que j'avais 24, puis il y avait comme 31, fait comme 6-7 ans, mettons. J'ai jamais vu la différence entre avoir de la sexualité avec quelqu'un qui est plus vieux ou quelqu'un qui est dans mes âges. J'ai jamais eu de la sexualité avec quelqu'un plus jeune que moi, mais j'ai jamais vu la différence, honnêtement. Je suis allée en date, par contre, avec quelqu'un qui avait... Y avait-tu 40? Ça m'échappe. Y avait-tu 40? Je pense que oui. Ou genre 38-39, peut-être. Et encore une fois, je n'ai pas nécessairement vu de différence à dater quelqu'un de plus vieux. On s'est juste vu une fois, on est allé sur une date. J'ai pas vu extrêmement de différence. Oui, c'est souvent des gens qui sont un peu plus, j'allais dire, casés. C'est des gens que, mettons, je sais pas, là, ils ont un emploi stable, une famille, un passé relationnel. Mais c'est pas tant un blocage pour moi. Je pense que c'est plus... Ah, mais là, quand je vais vieillir, puis là, la personne, elle a, je sais pas, on va dire 15 ans de plus que moi, est-ce que je vais trouver ça difficile? Parce que mes parents ont quand même beaucoup d'écart. Ben, je pense que je peux le dire, là, ils ont genre 13 ans d'écart. Je pense pas que c'est un secret. Et ils font tellement bien ensemble, fait que je suis comme... Ben, mes parents sont séparés, là, je parle de ma mère et mon beau-père. Tout ça pour dire que je pense pas que l'écart d'âge... Mais après, ça dépend, parce que là, je pourrais tellement parler de 1000 exemples que je suis comme clairement que l'écart d'âge impacte. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre de la personne. Mais j'ai quand même une limite, là. Je pense que là, mettons, j'ai 26. Je pense que... Ouf, en haut de 40, il faudrait vraiment que ça soit la connexion exceptionnelle, là. Je trouve que pour moi, où j'en suis en ce moment, je date généralement des gens fin vingtaine, début trentaine, à peu près. Mais je date pas. Je sais même... Ça fait... Ouf, ça doit faire tellement de temps que je suis allée sur une date. À l'aide. Donc, je parle vraiment de avant, là, parce que... Juste y penser, ça m'épuise. OK, prochaine question. Est-ce que j'ai déjà vécu une complicité sexuelle unique avec quelqu'un? J'ai envie de dire non. Oui, j'ai eu des expériences sexuelles plus positives que d'autres. J'avais un partenaire que j'avais rencontré que rapidement on a inclus comme les jouets dans notre sexualité. Donc, tous les rapports sexuels que j'avais avec lui, j'atteignais l'orgasme parce qu'on avait inclus des jouets, puis lui, il était comme bien capable de contrôler son éjaculation. Donc, ça a tout le temps été ça dans ma tête, la plus belle expérience sexuelle rapidement avec quelqu'un, dans le sens que dès la première relation sexuelle ou la deuxième, j'avais atteint l'orgasme, puis là, après, je prends un peu de recul, puis je suis comme, oh mon Dieu, les hommes ont des orgasmes à chaque fois qu'ils ont une relation sexuelle. Wow! Pas tout le monde, mais on s'entend en général. Moi, ça doit être comme
combien de pourcentage de cas? Ça dépend vraiment c'est qui le partenaire du moment, honnêtement. Mais avec lui, vu que c'était comme zéro tabou puis c'était génial, ben pour moi, ça a été lui la complicité. Mais après, quand je prends un pas de recul, je suis comme, mais non, ma belle, c'est juste parce que t'utilisais des jouets puis tu venais, tu sais. Ouais. Prochaine question. Ma relation sexuelle la plus épanouissante. OK. La prochaine question, c'était « Décris-moi ta relation sexuelle la plus épanouissante ». Puis les gens qui sont visuels ont vu que je l'ai juste skippé. Ma relation sexuelle la plus épanouissante. C'est drôle parce que je viens de tourner un épisode sur la consommation d'alcool et de cannabis. Et je crois que ma relation sexuelle la plus épanouissante, c'est si j'avais consommé du cannabis. C'est pas arrivé souvent, honnêtement, que j'ai eu des relations sexuelles sous influence, mais je dois avouer que ça me permet vraiment plus pour moi d'être dans le moment présent. J'ai l'impression d'avoir parlé comme une intervenante. Dans le sens que on se rappelle que l'effet de chaque substance a un effet différent dépendamment de qui le consomme dans quel contexte, la loi de l'effet. Tout ça pour dire que une de mes relations sexuelles les plus épanouissantes, c'est quand j'avais consommé du cannabis parce que je ressentais beaucoup plus et j'avais plus de facilité à me laisser aller. Donc, je dirais que c'est ça. C'est quoi les traits malsains que j'ai observés dans ma dernière relation? C'est quoi les traits malsains? Je vais parler de moi et je ne parlerai pas de l'autre personne. OK, moi, si quelqu'un me dit pas que j'ai atteint sa limite, il y a comme pas de limite dans ma tête. Je donne un exemple. Mettons que la personne avec qui je suis me fait beaucoup de lifts. Mais là, c'est plus le cas parce que j'ai une auto. Mais mettons, quand j'étais avec lui, il me faisait tout le temps des lifts. Puis je pense que jusqu'à temps qu'ils me disent comme « Hey, tu sais, c'est quand même beaucoup », entre guillemets, j'abusais dans le sens que je pensais que c'était comme infini. Ça fait-tu du sens? Mais là, on peut parler de ça, mais on peut parler de plein d'autres affaires, de, mettons... je laisse mon linge traîner à terre. Ma maison est très propre, OK? Mais des fois, je laisse mes affaires traîner à terre. Puis là, mettons, lui, il était tout le temps la personne pognée pour me ramasser. S'il me disait pas que ça le gossait, mettons, vu que moi, ça me gossait pas parce que je savais que j'allais le ramasser dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans la prochaine journée, je le faisais pas. Fait que si quelqu'un me dit pas, mettons, ça me dérange, je pense que je peux, entre guillemets, abuser de ça. Là, pas, genre, je trouve que le mot abus est vraiment fort, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'on comprend un peu le concept. Donc, je dirais ça. Faut vraiment mettre ses limites avec moi. Parce que moi, j'aimais. Est-ce que je suis déjà revenue vers un ou une ex? Pourquoi je l'ai fait? Je suis toujours revenue vers mes ex. J'en ai eu 2. Ça a été des belles relations, des relations que, quand ça se termine, je doute tout le temps de comme « Ah, mais non, mais là, est-ce que on devrait revenir ensemble? » J'ai tellement le doute dans ma tête quand il y a une rupture que c'est pour ça que j'ai dit souvent au podcast que moi, je préfère me faire laisser. Parce que si je me fais laisser, je me permets pas de douter. Je suis comme, non, il m'a laissé. Fait comme, c'est terminé. Fait que ma première rupture, c'est lui qui m'a laissé. Puis là, ma deuxième rupture, c'est moi qui l'ai laissé. Puis ça me fait... Je vis tellement de doute quand c'est moi qui laisse quelqu'un que je préfère quelqu'un qui me dit, non, ma belle, c'est terminé. Parce que sinon, c'est ça, je reviens vers les personnes. Pas nécessairement, je reviens pour... On se remet en relation, mais comme on se revoit, puis après, on est comme, bon, on a les mêmes problèmes qu'avant. J'ai un psy, inquiétez-vous pas. Comment je reconnais que je suis amoureuse? OK. Ça, c'est un grave problème dans ma vie, OK? Je prends une gorgée d'eau pour vous expliquer ça. Je suis incapable de savoir quand j'ai des sentiments ou de l'intérêt envers quelqu'un. Tantôt, je vous disais, bon, j'ai de la difficulté à avoir de l'intérêt pour quelqu'un, mais ceci est lié au complexe que je ne sais jamais quand quelqu'un m'intéresse. C'est quand même problématique. On dirait que très facilement, je ressens de l'indifférence. Et les seules fois où j'ai pensé que j'avais de l'intérêt envers quelqu'un, c'était quelqu'un d'insécure, qui était évitant, qui me donnait juste assez pour que je reste, mais jamais assez pour que je sois sécure et bien. Donc, ce que je vivais, c'était de l'anxiété. Je vivais pas des papillons d'amour. Donc, c'est comme mon seul rapport à l'amour dans
le dating des dernières années dans ma vie. Et on dirait que ça me fucké le cerveau de... C'est quand j'ai un véritable intérêt envers quelqu'un. Par contre, j'ai eu une relation... J'ai déjà été amoureuse dans ma vie, mais je m'en rends souvent compte en prenant un pas de recul, moins quand je suis dedans. Je ne ressens pas des papillons. Je ne ressens pas d'excitation quelconque. Récemment, je parlais avec une de mes amies, puis je disais que justement, tu sais, moi, ça me prenait du temps d'avoir de la sexualité avec quelqu'un, puis tout ça. Puis là, elle me disait, non, mais je comprends pas, tu ressens pas comme de l'envie pour quelqu'un? Puis j'étais comme, non. Je ressens pas de l'envie avant que la personne soit dans mon lit, puis je sois comme vraiment intéressée envers la personne, parce qu'après, j'ai du désir, mais c'est vraiment plus en relation ou dans une configuration relationnelle où on se date de façon à on va devenir un couple. C'était quoi la question? Donc, comment je reconnais que je suis amoureuse? C'est un des plus gros problèmes de ma vie. Je le dis de façon dramatique, mais c'est parce qu'honnêtement, à chaque séance de psy, j'en parle à mon psy, là. Est-ce que je regrette une de mes relations amoureuses passées? Non. Hashtag no regrets. C'était tellement cringe. C'est sûr, je coupe ça. Faut pas que j'oublie de couper ça. Non. Je vis pas vraiment avec le regret. C'est-tu vrai? Non, il y a des affaires que je m'en serais passées, là. Mais pas des relations amoureuses. Non, non. Moi, je suis vraiment quelqu'un qu'il faut qu'il aille au bout des choses. Donc oui, des fois, je suis revenue vers quelqu'un que je voyais, puis c'était peut-être pas la bonne solution à faire, mais j'en voyais pas d'autres. Il fallait vraiment que j'aille au bout de cette affaire-là. Donc non, je vis pas de regrets dans la sphère amoureuse, mettons. Est-ce que je suis capable d'avoir une relation sexuelle sans attachement? Est-ce que je suis vraiment obligée de répondre à la question? Non. Qu'est-ce qui est arrivé à tout l'amour que j'avais pour mes ex? Bon, par rapport à l'amour, je pense que c'est assez universel, mais il faut comprendre que l'amour, c'est pas une quantité d'amour que tu peux avoir pour quelqu'un, donc ça l'enlève à l'autre. Mettons, t'as des amis. Il y a pas genre candidat numéro 1 qui a 80 points d'amour, candidat numéro 2 qui a 20 points d'amour. Tu peux aimer les gens. Oui, il y en a qu'on est plus proche, là. Oui, mais tu peux aimer les gens à l'infini. Dans le sens que mes ex dans ma vie, il y a de l'amour que j'ai encore pour eux qui est sur une toute autre forme. Je vous l'accorde, mais c'est de l'amour quand même, c'est de l'attachement quand même. Donc, quand il va y avoir une nouvelle personne dans ma vie, j'ai pas besoin de prendre l'amour que j'avais pour mes ex puis de l'envoyer vers la nouvelle personne. C'est juste un nouvel amour pour cette personne-là. Donc, j'adhère pas du tout à l'histoire de « Ah, quand tu vas avoir quelqu'un de nouveau dans ta vie, ben tout ce que tu ressentais pour tes ex vont disparaître. » Oui, ça s'est transformé, l'amour que j'avais pour mes ex. Peut-être que je serais plus amoureuse, mais de là à dire que ces personnes-là ont pas eu un impact dans ma vie, j'ai pas un certain attachement, j'ai pas de l'amour pour eux. Non. En tout cas, peut-être que je suis bizarre, mais c'est mon avis. Est-ce que j'ai déjà menti sur le nombre de partenaires sexuels? Si oui, qu'est-ce qui me poussait à le faire? Je n'ai jamais menti sur le nombre de partenaires, mais j'ai vraiment pas eu à parler de partenaires avec des gens. Mettons, jamais que je suis allée en date que ça a été une conversation sur le nombre de partenaires. J'en ai parlé avec mes amis, mais c'est tout. Fait que non, j'ai jamais eu à mentir. Je suis pas non plus... J'ai aucun ressentiment par rapport au nombre de partenaires, que ce soit positif ou négatif. Je suis comme... Ça a été ça. Est-ce que il y a des relations sexuelles que j'aurais pu éviter si je m'étais 100% écoutée? Oui. Est-ce que j'étais consentante? Oui. C'est juste le point, c'est... Parfois, j'ai dit oui à des relations sexuelles pour... Comment dire? Parce que tout le monde faisait ça. Parce que tout le monde qui allait en date couchait avec le monde rapidement. Vous comprenez? C'est plus ça. Fait que si je m'étais plus écoutée, non. Ben, si je m'étais plus écoutée, il y en a que j'aurais pu enlever, mais c'est ça mon passé pareil, puis ça a été une belle expérience. Est-ce que j'ai déjà continué de... Non, ça on l'a déjà lu, mon chum, là. Est-ce que je suis satisfaite de ma vie sexuelle en ce moment? En ce moment, je vis la plus grosse période de ma vie où je n'ai pas de sexe. Ça fait comme quelques mois, je crois, ça m'est jamais arrivé. Et je trouve ça génial. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis confortable avec le fait de ne pas avoir de sexualité. Je pense que ça me stressait avant de me dire de ne pas avoir de partenaire.
parce que je travaille fort ma solitude en ce moment. Donc, c'est en ce moment la plus longue période. Et est-ce que je suis satisfaite? Oui. J'ai une vie sexuelle inexistante et ça me convient parfaitement. Mais avec un partenaire. Après, ben, j'ai la masturbation qui fait partie de ma vie, les jouets qui font partie de ma vie. Donc, d'ailleurs, la gang, vous savez, Séduction est partenaire du podcast et j'ai eu la chance d'essayer tellement de jouets. Genre, les gens qui n'utilisent pas de jouets, la gang, moi, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé ma vie sexuelle, que ce soit seule ou avec un partenaire. Allez sur le site de Séduction, checkez les jouets, mais checkez aussi tous les produits d'intimité, chandelle à massage, huile à massage. Tu sais, il faut rendre nos relations sexuelles plus sensuelles à un moment donné. Donc, checkez ça. Et les jouets. Vous devez avoir des jouets, plusieurs, pour essayer plusieurs sensations, plusieurs façons de stimuler telle zone. Moi, ça a changé ma vie. Donc, séduction.ca, le code promo, c'est apéro15. On continue. Qu'est-ce que je pense des personnes qui se masturbent pas? Moi, j'ai souvent... Qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai longtemps été une personne qui se masturbait pas parce que j'ai découvert la masturbation, j'avais 20 ans, je crois. La raison pour laquelle je me masturbais pas, c'est parce que j'ai été en couple pas mal toute mon adolescence, donc je ressentais vraiment pas le besoin de m'explorer parce que j'explorais déjà mon corps avec quelqu'un. Mais quand j'ai découvert la masturbation, wow, quelle belle découverte. Donc, qu'est-ce que je pense des personnes qui se masturbent? Honnêtement, you do you, mais si t'es juste comme moi puis tu te dis « Ah, ben tu sais, j'en ai pas besoin, t'as pas nécessairement un lien négatif avec ça, je te conseille d'explorer. » Mais après, je veux pas imposer aux gens de faire de la sexualité, là. Ah, c'est quoi la plus longue période que j'ai passée sans sexe? En ce moment, 2 mois. Est-ce que je me décrirais dans mes relations amoureuses plutôt distantes ou dépendantes? Je crois distante. Moi, je me décris comme une anxieuse déguisée, oui. Une anxieuse déguisée en évitante. Ce que je veux dire, c'est que j'agis vraiment comme quelqu'un d'évitante, je crois, par mécanisme de défense, mais au fond de moi, ça me fait pas ressentir rien. J'ai pas la peur de l'engagement. J'ai la peur de me faire briser le cœur. Donc, on dirait que je m'assure tout le temps d'être au même pied d'égalité dans l'intérêt que je porte à quelqu'un qui pourrait porter envers moi ou de pas être seule qui est plus intéressée. Parce que par le passé, quand j'ai été seule qui était trop intéressée, j'aime pas ce que ça fait sortir en moi. Ça me fait sortir vraiment une anxiété. Puis je suis comme, non, c'est pas normal, tu sais, que je me sente anxieuse dans cette relation-là. Mais d'un autre côté, je suis vraiment confortable dans être la personne évitante, ce qui est pas non plus génial à mijoter. Il faudrait que je trouve une façon d'être entre les deux. Et je trouve ça quand même difficile comme équilibre parce que quand t'es la personne évitante, entre guillemets, ce n'est pas du tout positif, la prochaine phrase que je vais dire, t'as le gros bout du bâton. T'es la personne qui, entre guillemets, contrôle la relation. Le nombre de fois que vous vous voyez, le nombre de fois que tu réponds à ces textos, tout ça. Par contre, si quelqu'un me texte puis je vois le message, je réponds. OK, ça, oui, là, absolument. Mais je vais être comme souvent la personne qui est comme non, mais tu sais, on se voit pas trop. Ou aussi parce que des fois, j'ai des véritables raisons qu'en ce moment, je veux pas baser ma vie sur le dating et je veux pas que tout mon social passe dans le dating. Mais je sens quand même que je suis souvent à adopter des comportements plus évitants par mécanisme de défense, je crois. Mais faut que je pense un peu plus là-dessus pour voir exactement pourquoi je fais ça. OK. Prochaine et dernière question. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais c'était comme un petit épisode aujourd'hui. Je pense que je les ai toutes faites. Non. Qu'est-ce que je pense des personnes qui n'explorent pas leur prostate? Je crois qu'on a un peu trop normalisé. Non, je vais recommencer. Je crois que on a imposé beaucoup aux hommes d'explorer leur prostate comme si c'était le plaisir le plus incroyable au monde et que les gens qui n'exploraient pas leur prostate étaient complètement idiots. Non. Je pense que chacun peut décider de son plaisir. Si tu veux explorer ta prostate, go for it. Si tu veux pas l'explorer,
explore pas, c'est pas grave. Est-ce que je pense qu'il est pertinent de se poser des questions de pourquoi je ne veux pas explorer la prostate? Oui, mais après, forcez-vous jamais à faire une pratique sexuelle que vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez vous demander, voyons, pourquoi je veux pas? Est-ce que c'est par l'image que ça projette? Est-ce que c'est parce que, je suis pas d'aller dans cette place-là? Mais on a un petit peu trop, pour moi, normalisé, justement, ce que je disais au début, normaliser le discours de « tous les hommes devraient le faire, sinon c'est des gros câbles ». Je pense pas, non. Fait que c'est ça mon avis. Fait que les gens qui explorent pas leur prostate, je leur dirais « OK, tu peux te poser la question pourquoi, puis après on passe à autre chose ». Mettons, je vais prendre mon exemple pour moi. Il y a un moment où je me disais, bon, mais tu sais, il va falloir que j'essaye l'anal un moment ou un autre. Désolée si vous pensiez pas que ça allait là, dans les grandes confessions. Je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. J'ai plus jamais refait. Fait que, tu sais, oui, vous pouvez essayer, mais vous êtes pas non plus obligé. Je l'ai fait. J'ai pas particulièrement aimé ça comme sensation, puis ça a été merci, bonsoir. Sur ce, mes chers amis, là, nous sommes au mini-épisode qui sort, je crois, le 22 décembre ou le 29 décembre, je crois. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes. J'espère que vous prenez le temps de vous reposer. J'espère que vous prenez le temps de prendre soin de vous. J'espère que vous prenez le temps de vous masturber ou d'avoir des relations sexuelles. Séduction. Séduction est là pour vous. Apéro sexo 15. Non, c'est pas vrai, c'est apéro 15 avec séduction. Apéro 15. Sur ce, à très bientôt. Maintenant, on se voit tous les lundis. Fait qu'à très, très bientôt. Bye! Je tiens à remercier nos 2 partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. On a Séduction. Si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on t'équipe, on te guide. Le plaisir commence ici. Et on a aussi Cul-de-sac, les jeux de conversation intimes créés par Apéro Sexo où toutes les questions ont été rédigées par des professionnels en sexologie. Donc, que ça soit pour jouer en couple, entre amis, en date, si vous voulez des conversations plus deep, Cul-de-sac est là pour vous avec ses 4 éditions à jouer dans différents contextes. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible. Merci à Gabriel Boutin pour la photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, le Studio SF qui nous accueille à toutes les semaines, Small Medium Large qui se sont occupés de tout notre design intérieur. Soyez au rendez-vous tous les lundis. On se voit la semaine prochaine!